Amis de la littérature, bonjour. En fait, je pense que j'ai passé mon après-midi à vouloir faire cette vidéo et à chaque fois, je l'interrompais parce que je n'étais pas satisfaite du contenu. Et par contre, cette fois-ci, je me suis dit que bon, ça va être la bonne. Donc, du coup, bon, j'y crois. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. C'est un roman qui a été écrit par Dorothy West. Donc, Dorothy West est née en 1907. Elle commence à écrire à l'âge de 7 ans et à l'âge de 14 ans, elle publie ses histoires. Ses histoires sont publiées dans le Boston Post. À 18 ans, elle va sur New York où elle rejoint le mouvement culturel Harlem Renaissance. Dans les années 40, elle commence à écrire ce livre, Le mariage, mais persuadée qu'elle n'aurait pas d'éditeur pour la publier. En fait, elle ne va pas au bout. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il y a Jackie Kennedy Onassis qui la convainc de finir le livre. Et la première édition est apparue en 1995. En 1998, il y a Oprah Winters, oui, Winter qui en fait une adaptation télé sous forme de mini-série. Bon, tous ces dates-là, je les ai retenues par cœur parce que ça fait je ne sais pas combien de fois que je recommence cette vidéo. Mais cette fois-ci, promis, je vais jusqu'au bout. Donc, du coup, en fait, sur la 4e de page, c'est écrit: la couleur était un leurre, pas l'amour. Sur la très chic île de Martha Vineyard, c'est l'effervescence. Shelby Coles, héritière d'une des plus prestigieuses dynasties noires de la région, est sur le point d'épouser Med, un jazzman blanc sans le sou. Autour de ce mariage vont se cristalliser désirs et rancœurs dont les racines remontent plusieurs générations auparavant. En fait, la dernière fois, je vous avais parlé de Toni Morrison. Dans les livres de Toni Morrison, les personnages portent le poids de l'esclavage. Tandis que dans Dorothy West, les personnages portent le poids des préjugés blancs à l'encontre des noirs. Et dans ce livre, en fait, au long des pages, les différents personnages qui prennent la parole appartiennent à la famille Coles. Et ce qui fait la particularité de cette famille, en fait, c'est que, vu de loin, c'est des blancs, mais vu de près, c'est des noirs parce qu'ils ont un ancêtre noir. Et là, je vais vous lire un petit extrait sur les deux filles de la famille. Liz, leur fille aînée, mariée, et Shelby, à la veille de convoler, étaient toutes les deux jolies. Que Liz eût épousé un homme à la peau foncée et mis au monde une fille au teint sombre comme son père avait fait lever les sourcils dans l'ovale. Mais au moins, elle avait choisi un médecin, conformément à la tradition familiale selon laquelle tout homme était destiné à devenir docteur pour simplifier ainsi, grâce au titre qui précédait son nom, les cérémonies de présentation. Mais que Shelby, qui n'avait eu qu'à se baisser pour choisir la fine fleur de son propre milieu, se maria hors de sa race et de la profession de son père, se fourvoya avec un blanc anonyme et falot qui composait de la musique de jazz, une activité frivole, sans bureau, sans titre et sans avenir. Cela dépassait l'entendement de l'ovale. Entre l'homme à la peau noire qu'avait épousé Liz et le musicien auquel Shelby s'apprêtait à lier son sort, il y avait un vaste échantillonnage d'hommes acceptables, de la bonne couleur et de la bonne profession. En se mariant ainsi à l'opposé de l'attente générale, Liz et Shelby transgressaient tous les principes subtils qu'on leur avait inculqués. Donc en fait, l'Oval, c'est un quartier dans l'île où résident tous les Noirs qui sont... En fait, tous les riches Noirs de la région habitent dans ce quartier-là, ou ont leur maison secondaire dans ce quartier-là. Et en général, en fait, ils se marient entre eux.
Et là, il y a la fille qui se marie en dehors de ce cercle. Non seulement elle se marie en dehors de ce cercle, mais comme c'est dit, en fait, elle se marie avec un blanc. Sauf qu'elle-même, en fait, vue de loin, elle est blanche. On l'a décrit comme étant blonde avec des yeux bleus. Donc, du coup, cette blonde et ses yeux bleus, en fait, lui viennent de son arrière-arrière-grand-mère. Et c'est cette dame-là qu'on va écouter. Là, page, j'avais la page là. Donc, du coup, en fait, l'arrière-grand-mère, là, elle s'est réveillée au matin et là, en fait, elle dit qu'en fait, elle sent la mort venir dans l'Oval, leur quartier. Et là, du coup, en fait, elle adresse une prière au bon Dieu. Graham s'était levé et agenouillé près de son lit pour prier. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas mise à genoux, la position étant trop pénible et périlleuse tant à prendre qu'à quitter. Mais elle voulait se mortifier devant Dieu et lui prouver la suprématie de sa foi sur sa faiblesse. Notre Père qui est aux cieux, priait Graham, les mains jointes. La mort est dans l'ovale. De ses ailes déployées, elle obscurcit le ciel et projette son ombre sur la maison qu'elle a élue. Vous savez, et je l'ignore, qui sera le prochain à pénétrer dans la gloire de votre royaume. Faites que ce ne soit pas moi. Je ne suis pas prête. Il fut un temps où je l'étais, mais vous ne m'avez pas alors ouvert votre porte. Vous m'avez envoyé vivre en terre étrangère. Vous m'avez installé parmi des étrangers et des barbares. J'ai porté ma croix. Je ne me suis jamais plainte. À vivre comme les gens de couleur, mon échine s'est courbée sous la peine. Soulevez mes pauvres épaules de ce fardeau pour que le peu de jours qui me reste. Faites de mon arrière-petite-fille votre instrument. Elle épouse un vrai blanc. Parlez à son esprit, elle écoutera. Il faut qu'elle vive en blanche. Parlez à son cœur tendre, il s'amollira. Qu'elle me fasse transporter chez moi pour que j'y meure. Son avenir est devant elle. Elle ne refusera pas cette ultime faveur à sa pauvre vieille Graham, riche seulement de son passé. Je ne prétends pas me mêler du mystère de votre volonté, mon Dieu, mais on dit qu'Adi Bannister est condamné. Si vous voulez, Adi Bannister, sa maison est juste à côté de la nôtre. Je sais que le choix vous appartient et je parle sans outrecuidance, mais je voulais que vous entendiez mon point de vue. Que Dieu soit loué par sa bonté. Amen, amen. En fait, là, on va décortiquer cette page ensemble. Donc, du coup, en fait, comme je disais, Graham, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de Shelby, celle qui va se marier. Et là, en fait, à un moment, elle dit oui, qu'en fait, elle n'est pas, faites que ce ne soit pas moi, je ne suis pas prête. En fait, la dame, elle a, je pense, 98 ans, un truc comme ça, mais elle est toujours pas prête à mourir. Pourquoi que personne ne l'est jamais? Et en fait, et là, en fait, elle dit que elle était prête à un moment, mais vous m'avez envoyé vivre en terre étrangère. En fait, quand elle dit qu'elle était prête à mourir, c'est au moment où sa fille, en fait, s'est mariée avec un noir. Donc, elle s'est mariée avec un noir et après, donc, sa fille s'est mariée avec un noir et elle est partie rejoindre sa fille. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est allée vivre en terre étrangère, parce qu'en fait, elle est du sud et aux États-Unis, il y a le sud et le nord, comme partout, sauf que, en fait, la dame, en fait, elle vivait dans le sud et là, elle a dû monter sur New York, là, pour rejoindre sa fille. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est partie vivre en terre étrangère. Après, elle dit, vous m'avez installé parmi des étrangers et des barbares. En fait, les étrangers et les barbares, pour elle, en fait, c'est les noirs. Parce que sa fille a épousé un noir. Et du coup, elle considère ça comme sa croix. Et elle dit qu'elle ne s'est jamais plainte. Après, elle dit,
faites de mon arrière-petite-fille votre instrument. Elle épouse un vrai blanc. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, sa petite-fille et son portrait craché avec des yeux blonds et des yeux bleus. Des yeux blonds. Des cheveux blancs et des yeux bleus. Et en fait, la fille, quand elle était petite, une fois, elle s'était perdue. Donc, elle s'était perdue et après, on a donné sa description comme quoi, en fait, il y a eu une petite fille qui portait un maillot jaune et des sandales rouges qui étaient perdues. Mais vu qu'ils ont précisé qu'elle venait du quartier de l'Oval, tout le monde en a automatiquement déduit qu'elle était noire. Donc, du coup, pendant toute la journée, elle a traversé toute la ville. Plein de gens l'ont vue, mais personne n'a fait, en fait, le lien entre la petite fille portant un maillot jaune et des chaussures rouges et des sandales rouges avec la fille supposée être noire portant un maillot jaune et des sandales rouges. Bon, arrive un moment où il y a une maman qui voit la fille et tout, qui lui pose la question du genre, bon, qu'est-ce que tu fais là toute seule et tout. Elle dit qu'elle est perdue. Elle lui demande son nom, elle lui dit Shelby. Elle dit, et notre famille, Coles. Elle se dit, c'est bizarre que ce nom lui soit familier. Après, elle se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait deux petites filles portant le même nom, habillées de manière identique, soient perdues et que l'une soit blanche et que l'autre soit noire. Et du coup, en fait, pour éclaircir le mystère, il y a la dame qui lui demande si elle est blanche. Donc la fille, elle se regarde, elle dit que ouais, elle est blanche. Et là, du coup, il y a la dame qui se dit, mais c'est pas possible. Mais après, elle se dit qu'en fait, vu qu'ils sont habitués à comment dirais-je, que à force de se marier, que les noirs et les blancs se marient entre eux, on arrive à un moment qu'on ne sait plus qui est qui. Et donc finalement, bon, elle appelle la police qui vient, et effectivement, c'est bien elle, la petite fille noire qu'on cherchait. Donc du coup, c'est pour ça que là, en fait, il y a la mamie là qui dit que bon, elle épouse un vrai blanc, pour dire un blanc qui n'est pas, entre guillemets, teinté. Et là, donc, c'était pour parler de ces trucs de race-là, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le roman, en fait, c'est les mariages. En dehors du mariage de Shelby, on parle aussi du mariage de toutes les personnes qui ont constitué leur arbre généalogique. En partant de l'arrière-arrière. Et donc, du coup, ces différents mariages-là, comment ces différents mariages se sont passés que j'aimerais vous lire les extraits. Juste pour dire qu'en fait, ça n'avait rien de romantique. C'est surtout ça qui m'a frappé, le fait que c'était tout sauf romantique. Donc, du coup, je commence par la page 65. Et là, en fait, on parle de Joséphine. Donc, Joséphine, c'est la fille de Graham qui a quitté le sud pour venir dans le nord se marier avec un noir. Et pourquoi elle a fait ça? En fait, Graham, à un moment, elle dit qu'elle n'est riche que de son passé parce qu'elle était née dans une plantation avec, elle dit, cinquantaine de chambres et des esclaves pour la servir et tout, mais après quand il y a eu la guerre de sécession, tout ça, en fait, ils ont tout perdu, donc ce qui fait qu'il ne lui restait plus que son nom et sans le sou, et elle n'arrivait pas à nourrir sa fille, et franchement, sa fille, en fait, elle en avait marre de vivre pauvre, donc du coup, quand le gars lui a proposé de l'épouser, elle a accepté, et le gars, en fait, la mère du gars, c'était l'ami d'enfance de sa maman. En fait, sa maman a grandi avec une autre femme, mais celle-là, elle était noire, et donc du coup, c'est le fils de cette femme-là qui est tombée amoureuse de Joséphine et qui veut l'épouser. Et voilà ce que Joséphine dit. Maman chérie, pardonne-moi, je pars dans le nord pour épouser Hannibal. Je ne veux pas rester vieille fille. Et il est le seul homme à m'avoir demandé ma main, le seul homme apte à me nourrir. Je ne reviendrai jamais pour que ma honte ne rejaillisse pas sur toi. Considère-moi désormais comme morte. Donc du coup, elle s'en est allée dans le nord. Et là, quand elle est tombée enceinte, en fait, elle a appelé sa maman. Et c'est là que Graham est monté dans le nord pour vivre avec
pour vivre parmi les étrangers et les barbares, comme elle le dit. Donc ça, c'était le premier mariage. Après, il y a page 156. Page 156, là, c'est du côté des... comment dirais-je? Là, c'est du côté des... cols. Et là, en fait, ça dit la femme noisette. En fait, là, c'est beaucoup de... elles ont tous des couleurs, donc du coup, elle, c'est la femme noisette. Donc, la femme noisette n'avait pas de grange. Elle autorisa donc Précieux à dormir devant la cheminée, et tant pis s'il pouvait sembler inconvenant que l'homme dormît par terre et la femme dans un lit. Au bout d'une semaine d'observation, Précieux saisit sa Bible, posa la main de la femme dessus et sa propre main sur la sienne. Il pria tout haut, remettant leur âme au bon soin de Dieu. Puis, ils baissèrent la tête et prièrent ensemble. Lorsqu'ils relevèrent le front, ils étaient mari et femme. Ça aussi, je trouve que c'est assez pas romantique du tout. Après, il y a la page 168 où on tombe sur un autre mariage. 188 du moins. Et là, en fait, c'est le fils de la femme noisette et de Précieux, en fait, qui est devenu médecin, se décide à se marier parce que un confrère le harcelait quotidiennement sur l'état pitoyable de sa vie amoureuse. Isaac ignorait qu'une épouse faisait partie de l'équipement d'un médecin, qu'un médecin de famille inspirait d'autant plus confiance qu'il en avait fondé une sur lui-même. Longtemps, Isaac écarta les conseils de son ami. L'idée de loger et de nourrir une femme ne l'avait jamais séduit, et il avait appris à faire taire ses instincts primitifs. Vint enfin le jour où il se laissa convaincre par son ami de voler quelques heures pour dîner avec une jeune femme de sa connaissance, une gracieuse maîtresse d'école au teint clair, de famille irréprochable. Il l'épousa sans tarder car, pour un médecin débordé, le mariage offrait de nombreux avantages. Un foyer où prendre ses repas sans avoir à attendre une table au restaurant, quelqu'un pour raccommoder ses chemises, organiser sa vie sociale et lui donner des fils qui perpétueraient sa lignée. Donc là, c'est le côté pragmatique. Et là, on va à page 143. Et la page 143.